Alors pour terminer cette émission, alors on a beaucoup parlé du patient, évidemment, parce qu'il est au cœur à la fois de toute cette technologie du numérique et des hôpitaux. Peut-être Dominique Le Tourneau, comment faire en sorte de l'embarquer au mieux dans toutes ces innovations pour laisser personne au bord de la route, pour qu'il n'y ait pas de fracture de santé comme il y a eu une fracture numérique. On peut avoir le risque d'une fracture numérique en santé, effectivement, entre une partie je vais rester sur les professionnels qui s'approprient, qui pensent organiser les choses, et ceux qui sont au plus près, qui sont en difficulté, et par ailleurs les patients, certains patients qui, pour différentes raisons, ont accès aux informations, et une partie des patients, peut-être la majorité, pour des raisons géographiques, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas accès. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire. Énormément de pédagogie. Et je m'adressais à Dominique Pont. Je pense que l'enjeu majeur, il est là. J'ai bien compris au plan technique, vous avez les réponses. L'enjeu majeur, il est là. C'est effectivement une démarche très pédagogique vis-à-vis des diverses parties prenantes. Le patient, c'est-à-dire vous et moi en fait, c'est pas forcément une démarche spontanée, d'autant plus que notre relation à la santé, notre éducation à la santé, dans un pays qui pendant très longtemps a été un modèle biomédical et une réponse curative, être beaucoup plus en amont en matière de prévention, se préoccuper d'eux, ça va demander un petit peu de temps. Mais il faut impérativement embarquer les patients, d'ailleurs embarquer vous et moi. Voilà. Et en matière de prévention, Antoine Poignant, alors le smartphone, on a beaucoup parlé de cet outil désormais incontournable. Qu'est-ce qu'on peut imaginer si on rêve dans quelques années de nouvelles applications, de possibilités avec cet outil? Ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire une notion de co-construction de l'offre à partir du patient. Aujourd'hui, si vous faites vos courses, vous avez des applications qui n'ont pas été financés par l'État, mais qui existent et qui vous permettent de savoir si l'aliment est bon ou mauvais pour votre santé. Donc demain, vous aurez des applications qui vont vous permettre de savoir si votre parcours de santé, il est bon ou optimal. Donc c'est clair qu'on a besoin de ça. Et évidemment, ça va partir des patients et forcément, ça va partir du smartphone. Donc aujourd'hui, quand on dit un patient acteur de sa santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire des choix de parcours ou des choix thérapeutiques. Il va dire effectivement, je suis diabétique, j'ai pas vu l'ophtalmo, je suis au courant que je dois le voir une fois par an, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc je décide d'aller le voir et j'ai un fast track, un accès rapide pour moi, même si les ophtalmos sont difficiles d'accès, et en tant que diabétique, je vais pouvoir le voir. Donc, c'est cette organisation qui est en cours de mise en place. Moi, je vois cette direction numérique s'installer à partir des usages. Il y a plus dans la prédiction, enfin, en tout cas dans la prévention, peut-être. Ben oui. Ouais. Non, mais pas que dans la prévention. Ce qui est quand même vraiment révoltant aujourd'hui, c'est qu'on peut présupposer de qu'est-ce qu'il faudra faire pour pas qu'il y ait de fractures numériques, etc. Mais commençons déjà par faire, quoi. Le syndrome français, c'est qu'on parle avant de faire. On intellectualise, voilà, donc commençons par faire, faisons confiance aux gens pour critiquer ce qu'on leur donne et co-construire avec eux, mais faisons. Pour moi, le numérique, c'est un petit peu comme l'imprimerie au XVIIIe siècle. Ça doit être un outil d'émancipation citoyenne. Mais aujourd'hui, le numérique, en tout cas en santé, est toujours pas arrivé aux citoyens. C'est un petit peu comme si au XVIIIe siècle, on disait le livre, c'est pas pour vous. Donc commençons par leur donner le livre, des outils numériques aux gens, aux citoyens français. Le citoyen de retour pour s'améliorer. Exactement. Et lui va dire, moi j'aimerais bien qu'il y ait ceci, cela. Mais vous n'avez pas pensé pour moi. Donc arrêtons un peu de philosopher, d'intellectualiser dans les salons. Faisons confiance aux gens qui vont critiquer, qui vont nous demander d'améliorer les outils, mais vraiment, par pitié, faisons maintenant. Et proposons une approche globale, plus seulement les médicaments, mais aussi plein d'autres services qui pourront aller. Qu'est-ce que l'on peut imaginer? Des outils d'éducation thérapeutique, des outils de coaching sur les maladies chroniques, des outils, on va avoir des dispositifs médicaux connectés pour se surveiller qui auront été prescrits par le médecin, où on pourra regarder ce qui se passe, des outils qui nous permettront, parce qu'on a angoissé, de pouvoir questionner un professionnel de santé à un moment de sa vie,
des outils qui permettent à vos aidants familiaux, à votre famille, de suivre ce qui se passe en cours de votre hospitalisation pour être rassurés. Mais c'est sans fin, le genre d'outils. Mais c'est une histoire qui débute aujourd'hui, mais en tout cas, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut qu'on ait cette espèce de sagesse et d'humilité de dire, commençons par franchir une première étape, donnons aux citoyens français un certain nombre d'outils numériques. Ça sera peut-être pas parfait, mais si on franchit pas cette étape, de toute façon, le citoyen français, il ira sur d'autres plateformes. Donc, faisons-le nous-mêmes, quoi. Ouais. Les aidants, justement, les aidants des familles, des patients, comment cette technologie, selon vous, Dominique Le Tourneau, peut vraiment les aider à vivre mieux? Aidons les aidants. Pour reprendre ce que vous dites, ça aussi c'est une vraie évolution, je veux dire une révolution. La question des aidants, elle se posait pas, ou en tout cas n'était pas sur la place publique il y a une vingtaine d'années. Et on l'a vu d'abord dans le cadre des maladies neurodégénératives, avec les maladies chroniques, toutes les maladies au long cours. Ce n'est pas uniquement le patient qui est concerné. Il y a aussi tout son entourage et comment les accompagner, parce que être aidant, c'est souvent être isolé. C'est se débrouiller tout seul avec une situation. C'est se débrouiller tout seul à faire la coordination des intervenants. C'est souvent l'aidant, le coordonnateur. On invente des case managers, mais dans la vraie vie, partout, c'est l'aidant qui est le coordonnateur, qui prend les rendez-vous, qui essaie de regarder, etc. Comment l'accompagner? Et là aussi, je pense que ce sujet-là sera pris en compte parce que c'est une vraie valeur ajoutée. Si on embarque tout le monde, c'est y compris, non pas le patient, mais ce qui gravite autour, parce qu'il faut les aider, il faut aider les aidants. Sinon, ils s'épuisent. Et puis, à un moment donné, ils n'aident plus, il faut les aider. Il faut les aider à leur tour. Ouais. Donc, c'est un vrai... Reconnaissons leur rôle, déjà, et aidons les aidants. Je reviens au début, on a beaucoup, je pense qu'on partage, malgré, défendu une médecine humaine. Une médecine humaine, c'est une médecine centrée sur l'homme. Et l'homme, c'est pas une personne isolée, c'est une personne avec toutes ses spécificités, ses ambiguïtés, ses histoires, mais elle est dans un écosystème. Et donc, c'est l'homme et son écosystème. Et c'est, je crois, ce qu'on veut défendre. On est relativement différents dans nos parcours, dans nos réflexions, dans nos positionnements, mais on partage cela. Et je crois qu'effectivement, Dominique Pont, c'est véritablement la spécificité, non pas pour l'exception culturelle française, mais pour porter quelque chose qui sera à la fois dans un positionnement différent de ce qui est aujourd'hui la grande dominante au niveau mondial, et puis par rapport à ici et maintenant, que je sois à Paris dans le 15e arrondissement ou que je sois dans le fin fond de l'Auvergne, du côté du Cantal par exemple. Une médecine humaine, peut-être pour vous deux, un mot pour conclure. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner, que l'on va embarquer tout le monde? Alors, on a aussi parlé de cybersécurité beaucoup, mais au-delà de cette technologie, qu'est-ce qui va faire, selon vous, que ça va fonctionner? Alors, je crois qu'on l'a dit, et c'est un point qu'on partage tous les trois. Le numérique, c'est pas à la place. Comme l'intelligence artificielle, c'est pas à la place. C'est en plus et c'est avec. Donc, il y a cette notion de coévolution. Et puis, on l'a tous les trois souligné, c'est partir des usages. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va se passer bien? C'est que ça va être en plus et en partant des usages. Dans ces conditions-là, le développement sera harmonieux et respectueux d'une éthique humaniste. Voilà, et en garantissant la sécurité de toutes ces données. Un mot pour conclure aussi. Qu'est-ce qui va faire, selon vous, qu'on va dans le bon sens et que ça va fonctionner? Pour moi, la clé, c'est un juste positionnement des pouvoirs publics garants de l'intérêt général et de l'écosystème des professionnels de santé, des structures de santé, des industriels, des start-up, et que chacun soit à la bonne place. Pour moi, le modèle qui doit être notre modèle commun en matière de numérique en santé, c'est un peu comme le modèle quand on construit une ville. C'est très complexe de construire une ville. Une ville qui se construit harmonieusement, c'est une ville où les pouvoirs publics disent « je fais le code d'urbanisme, je délivre les permis de construire et je supervise le socle de base, les routes, les ponts, le tout à l'égout, l'électricité, et les acteurs de l'écosystème font des buildings, des maisons individuelles, et il n'y a pas de mélange des genres. » Aujourd'hui, la e-santé, si les pouvoirs publics font ce code éthique et d'urbanisme, délivrent les permis de construire, supervisent les routes et les ponts, c'est-à-dire les tuyaux qui permettent de faire connecter les logiciels, et que l'écosystème crée sur ce socle de base, on aura gagné. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour cet échange passionnant. Vraiment un grand merci à vous. Merci à vous, bien sûr, pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous pour très prochainement une nouvelle émission de Diagonale.